Cap Excellence s'affirme comme un territoire global. La communauté d'agglomération a présenté ses grands projets à la presse ce matin. Parmi ces derniers, la création d'une régie des eaux. Notre reportage sur ce Didico Presse dans un instant. Onde de choc dans le monde, le milliardaire Donald Trump, contre toute attente, a été élu à la tête de la première puissance mondiale. Si ses sympathisants se réjouissent, le reste du monde est inquiet. Les réactions en Guadeloupe et en Martinique dans ce journal. Et quel était le rapport des Amérindiens à la nature et à l'art? La ville de Trois-Rivières remet au goût du jour cet héritage. À l'occasion des 4e rencontres d'art et d'histoire, le plasticien Pierre Chadru, directeur artistique de l'événement, est notre invité. Bonsoir, bienvenue sur ATV Guadeloupe. Sa victoire était considérée comme impossible, sans aucune expérience politique, extravagant, à la parole sans filtre, bref, un candidat hors cadre. Et pourtant, le milliardaire Donald Trump a réussi à déjouer tous les pronostics. Il a été élu à une large majorité président des États-Unis. Vos réactions sur cette victoire qui a abasourdi le monde, elles ont été recueillies par Isabelle Hameau. Ah non, c'est vraiment, les Américains m'ont vraiment déçu. C'est une grande nation, mais vraiment, ce sont des... J'ai rien compris. Voilà, mais je suis très déçue. J'ai peur pour tout ce qui va se passer après. Je pense qu'il connaît bien les choses. Il sait déjà comment gérer, il a l'habitude de gérer les choses. Donc je suis fière pour ça. Et puis c'est un homme qui est dans le développement personnel, qui connaît gérer ses émotions, qui connaît gérer les autres et qui sait comment fonctionne la vraie vie. Il est multimilliardaire, il n'est pas arrivé par hasard. Il a une méthode, n'est-ce pas? Il a eu un parent qui était déjà milliardaire avant lui. Et alors? Son père qui l'était avant lui. Et alors? Il va apprendre. Il a quand même une équipe. Il ne dirige pas l'Amérique tout seul. On va dire qu'il a l'habitude de gérer quand même les affaires en étant milliardaire. Je pense qu'il a dû bien gérer son business. J'espère qu'il pourra aussi bien gérer le pays et aussi avoir quand même un côté humain, parce que c'est vrai que c'est pas juste être un businessman, mais avoir aussi le côté humain, parce que ce sont quand même des gens, l'avenir de personnes et de millions de personnes. Personnellement, la politique, je préfère pas m'étaler dessus parce que je ne suis pas un expert en politique. Mais après, on verra ce qu'il propose, ce qu'il sera capable de faire. Mais sans être un expert, est-ce que vous pensez qu'il y aura une répercussion sur l'Europe, sur la France? J'espère que non, mais en même temps, oui, on ne sait jamais. On a un petit peu peur, mais on attend un peu quand même un an de présidence pour voir comment ça se passait, mais on est inquiet. On a entendu pas mal de choses pendant la campagne, comment il dénigre les femmes, et il est quand même élu, donc on se demande qui a été voté. J'ai suivi un peu les débats politiques et tout. Donald Trump n'est pas pour la paix. Vous voyez, c'est un vrai guerrier, c'est un combattant, vous voyez, pas de bon sens malheureusement. Trump représente à 100% l'image américaine. L'Américain n'est pas prêt désormais et elle répond délibérément à son besoin de garder son pays. Je dirais que tout le monde d'aujourd'hui a peur de ce qui peut se faire et transmet ouvertement par un bonhomme, je dirais, de regard très, dynamique, volontaire, soldat, la représentation de la force. Effectivement, Donald Trump, il ne s'y attendait pas. Voilà, donc ça a été vraiment inattendu. Comme je disais à mon ami tout à l'heure, qu'hier soir, on donnait Mme Clinton en gagnante et un revirement de situation en une seule nuit, quoi. Donc un peu étonné, vraiment étonné du résultat, et puis j'ai un peu peur pour les répercussions sur les votes français pour les prochaines élections. Donc ça ne laisse rien présager de bon en fin de compte pour moi. En Martinique, les réactions ont été vives pour beaucoup. C'est un sentiment de déception qui domine. C'est ce qu'ont constaté en tout cas Loïc Régis et Michelet François d'ATV Martinique. Controversé, il a néanmoins su convaincre. Les croisiéristes américains ont suivi la soirée électorale hier. Certains affichent leur déception. Donald Trump ne représente pas ce que la plupart des Américains ressentent ou ce qu'ils veulent. Je pense que les Américains ont été fainéants au moment d'aller voter. Voilà pourquoi Donald Trump a été élu. J'espère seulement qu'il sera bien entouré, il aura besoin d'aide, et je ne pense pas qu'il représente parfaitement l'Amérique. Il est élu maintenant et on ne peut pas revenir en arrière. Je pense que c'est l'homme de la situation. Il a de bonnes valeurs et c'est pourquoi nous croyons en lui. Dans les rues de Fort-de-France, de nombreux Martiniquais s'interrogent sur les ambitions de Donald Trump, notamment sur la question des Afro-Américains. J'ai vu qu'il parlait beaucoup des musulmans et des Mexicains. J'ai pas encore vu justement quelque chose sur les Afro-Américains, mais ça reste à voir, donc je vais suivre de plus près tout ça.
Je pense que les Noirs américains se sont toujours débrouillés seuls. Ils n'ont jamais attendu sur quelqu'un, surtout sur l'État pour avoir quelque chose. Ils ont essayé de faire quelque chose seuls avec des aides comme Malcolm X, Martin Luther King qui ont géré. Donc je pense que les Noirs américains vont faire comme d'habitude, ils vont se battre seuls. Ne serait-ce que pour l'entrée vers les États-Unis, je pense qu'il y aura beaucoup plus de difficultés, peur de beaucoup plus de formes de crise. Je pense qu'il faut s'y attendre. Il est le moins pire, ce qui veut dire que nous sommes arrivés à la fin de toute chose. Donc que le moins pire soit élu, c'est une bonne chose pour l'Amérique et pour le monde. La soirée électorale a été suivie en Martinique, dans ce bar de Fort-de-France, alors que Donald Trump est en tête lors des premières estimations. Certains n'hésitent pas à manifester leur mécontentement. Cette élection est un petit peu effrayante. Il y a des droits des Noirs, des Chinois, des Mexicains qui sont en jeu et il y a plein de gens qui sont du côté de Trump. Donc pour l'instant, tout est tendu. On a quand même peur que le Trump passe quand même. C'est le pire qui puisse arriver dans la partie États-Unis. J'ai pas envie d'un pays avec des murs et j'ai pas envie d'un pays qui est dirigé par un milliardaire. Donald Trump sera investi le 20 janvier 2017 par Barack Obama. Il devient le 45e président des États-Unis d'Amérique. Elle croit en ses chances d'accéder à l'Élysée en 2017. L'ancienne secrétaire d'État de Nicolas Sarkozy, Ramayad, est de passage en Guadeloupe. Elle est venue exposer ses ambitions pour les Outre-mer. Après avoir visité le Memorial Act, elle a rencontré cet après-midi Josette Borrell-Lincertin à la résidence départementale à Gouziers, où a pu l'interroger Moïse Dexter. On l'écoute. J'ai grand plaisir à rencontrer la société civile jusqu'à présent. C'est la première fois là qu'on rencontre les élus. Mais jusqu'à présent, on a beaucoup vu la société civile. J'ai été tout à l'heure à l'Université des Antilles pour échanger avec les étudiants. On a eu un débat très intéressant. Je leur ai passé un message de confiance et d'espoir. Il ne faut pas qu'ils renoncent, même si c'est difficile. Et puis, on a été voir aussi la Guadeloupe dans ce qu'elle a de meilleur à travers son écomusée à Sainte-Rose, où les traditions ancestrales de la Guadeloupe sont consignées, précieusement gardées. C'est une société très active, très dynamique, et avec un esprit d'entreprise très fort. Et on a pu parler de la crise de l'eau actuellement en Guadeloupe, alors que vous savez que dans l'Hexagone, personne n'en parle. Or, c'est un vrai scandale. Il faut quand même le dire aujourd'hui. Et voilà, c'est donc un séjour très riche, très intéressant. J'espère que les élus me feront suffisamment confiance pour m'apporter un parrainage, pour que je puisse être la candidate de l'Outre-mer, des Outre-mer. Ce serait la meilleure réponse que la France pourrait apporter à l'Amérique de Trump que de m'élire à la présidence de la République, parce que nous reprendrions le flambeau de l'universel que les Américains nous avaient chipé avec l'élection de Barack Obama. Et au fond, ce serait un vrai message à envoyer au reste du monde et aux États-Unis en particulier. Donc moi, je n'ai aucun problème à travailler avec le président que les différents pays au monde se seront choisis, dans la limite évidemment que les choses se passent de manière correcte, de manière diplomatique et de manière amicale. Je ne pense pas que M. Trump pourra poursuivre les outrances qui ont été les siennes pendant la campagne. Au chapitre social maintenant, Marie-Luz Panchard et les grévistes de l'UTC-GTG ont réussi à trouver la porte étroite pour sortir du conflit qui les opposait. De quoi rassurer la population, car les services de la ville pourraient reprendre leurs activités incessamment sous peu. Je vous propose d'ailleurs de regarder le reportage de Karen Diamin qui fait le point. Énorme satisfaction ce matin pour les agents municipaux de la ville. Après 23 jours de mobilisation, le conflit semble enfin toucher à sa fin. On peut dire que nous sommes contents, tout bonnement. Là, nous sortis finons l'Assemblée générale avec le personnel et nous échanger pendant pratiquement, depuis 9 ans, nous avons échangé, nous sortis finons qu'on est là. Ça a été vraiment super. Les collègues ont eu sentiment après 3 semaines. C'est vrai que le combat là était un peu long, mais était belle. Et nous vivons une belle expérience. Et ça nous apprécie aussi, c'est qu'enfin, quel que soit ça, monde qui a raconté, ils ont fini par ciser et parler avec nous. Il faut toujours se donner les moyens de sortir d'un conflit. Il peut y avoir des revendications qui sont légitimes. Il faut être en capacité d'entendre ces revendications. Mais il faut, à un moment donné, savoir raison garder. J'ai donné le temps à la négociation pour être dans un équilibre qui permet à la fois de prendre en compte les demandes du personnel, mais en ayant à cœur de faire en sorte que ces demandes soient acceptables pour éviter que nous soyons contraints d'augmenter la pression fiscale. Je dis très clairement
qu'il n'y aura pas d'augmentation des impôts à Basse-Terre à l'issue de la signature de ce protocole. Point d'orgue des revendications, la revalorisation du régime indemnitaire sera donc prise en compte dès 2012, et ce, pour l'ensemble des agents municipaux, comme souhaité par le syndicat. Madame a fait une simulation dit que le régime indemnitaire permet à ce que les gens bénéficient entre 600 et 1200 €. Nous radicons en matière de calcul, nous payons en même sens qui dans la mesure que chaque situation là est totalement différente. Ça veut dire qu'il y a une catégorie A et une catégorie B ou catégorie C, les situations sont totalement différentes. Donc ça veut dire qu'il faut faire un calcul pour voir effectivement recenser les gens qui sont déjà au maximum. Regardez si là effectivement il a été calculé à 12 €, 24 € là, parce qu'il n'y a pas conseillé que le régime indemnitaire, il y a une base qui permet à ce qu'on prend un montant annuel là et coefficient là qu'on met là sans l'air qu'on fait calcul là pour savoir qui gens pour attribuer le régime indemnitaire et non pas mettre en arrêté 12 €, 24 €. J'ai fait en sorte que nous soyons dans une proposition où, au regard de la marge de manœuvre de la ville de Basse-Terre, je pouvais accepter un coût supplémentaire qui serait supportable au niveau du budget de fonctionnement. Et c'est ce travail que nous avons fait. Et je trouve que des deux côtés, il y a eu une volonté de sortir du conflit, parce qu'entre des propositions qui me paraissaient inacceptables, le syndicat a fait une démarche vis-à-vis de la ville, et moi aussi, j'ai fait cette démarche. Avec la signature, hier soir, de ce protocole de suspension de conflit, le syndicat permet donc aux services municipaux de reprendre leurs services dès demain. Et notez que seules les écoles de Petit Paris et du Carmel rouvriront leurs portes aux écoliers demain. Les autres établissements de la ville ont prévu de faire leur rentrée lundi. Parlons maintenant de cette tragique nouvelle qui bouleverse la Guyane depuis ce matin. Un ancien conseiller général, Patrice Clette, a été tué hier soir lors d'un cambriolage à son domicile à Sinnamary. Il a été abattu par l'un des 3 voleurs, des faits qui se sont produits aux alentours de 22 h hier soir. Patrice Clette laisse derrière lui une femme et 3 enfants. Les hommages se succèdent depuis pour saluer la mémoire d'un homme apprécié de tous. Le reportage est signé Jonathan Lariot. La fonction d'élu n'est pas un métier. La Guyane se souviendra longtemps de Patrice Clette, l'homme aux multiples casquettes. Ancien conseiller au sein du Conseil général pour la ville de Sinnamary et cadre au sein du parti Walwari à 45 ans, Patrice Clette avait gagné le cœur de bon nombre de Guyanais. Présent sur tous les bords, tant à l'US Sinnamary au sein du comité qu'à la collectivité territoriale, aux côtés de Lynn Létard, l'homme a laissé une trace indélébile. Il était toujours très à l'écoute, autant des jeunes que des moins jeunes. Il tenait compte des avis de tous et c'était quelque chose vraiment de très appréciable chez lui. C'est vrai que ce n'est pas forcément une qualité qu'on peut retrouver chez tout le monde, mais j'ai beaucoup de mal à réaliser ce qui s'est passé. Un profond sentiment d'injustice et d'incompréhension. C'est une immense perte. On regrette, je ne sais pas, de ne pas lui avoir dit peut-être qu'on l'appréciait. Enfin, même si on le lui a dit, mais peut-être pas assez. C'est hier soir, alors qu'il revenait d'une intervention à l'université de Guyane, que vers 21 h, il est victime d'un cambriolage. Et c'est chez lui, au clos de Montjoly, qu'il sera blessé d'une balle à la tête. Il ne survivra pas. La nouvelle agit comme une détonation. Sur tout le territoire, beaucoup réagissent et un vent de révolte anime ceux qui le connaissaient. Je crois que tout le monde qui connaît Patrice, je dirais, il était toujours gai, toujours avenant. Savoir qu'il s'est fait descendre comme ça, comme un lapin devant chez lui, alors qu'il n'a rien demandé, qu'il était, je crois, avec ses enfants et son épouse. Sincèrement, j'aurais mettre là, à ce même moment, derrière chez lui, armé. Tout le monde le dit aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, qu'ils vont faire le travail que les autres ne font pas. Il y en a qui disent qu'ils vont s'armer, il y en a qui se sont déjà armés. Et à un moment donné, quand on voit sur les réseaux sociaux parler de milices, de bandes, il faut que le gouvernement nous écoute. Mais je vais vous dire qu'à quelques mois des législatives, je n'y crois pas. Les auteurs présumés seraient 2 jeunes, mais pour l'instant, aucun élément d'enquête n'a été délivré par les forces de l'ordre. Au chapitre politique en Guadeloupe, cette fois, ce matin, la communauté d'agglomération Cap Excellence organisait une rencontre avec la presse locale au port de croisière de Pointe-à-Pitre pour exposer ses grands projets. Un Didico Presse suivi par Patrick Curie, Moïse Dexter et Nathalie Dinan. C'était l'occasion pour Cap Excellence de rappeler sa volonté d'être un centre économique fort du développement de la Guadeloupe. Dans un lieu symbolique au port autonome, les techniciens de la communauté ont dévoilé le bilan de l'année 2014-2015.
Ils ont également décliné les futurs projets, une nouvelle vision du territoire. Comment on va développer la politique de peuplement? Où est-ce qu'on va placer les entreprises? Comment vont s'harmoniser les différents équipements? L'idée, c'est que définitivement, nous sortions sur le territoire de Cap Excellence de la logique d'exclusivité réciproque qui caractérisait le fonctionnement des villes pour rentrer dans une approche de projet. On ne voit plus le territoire de Cap Excellence comme la sommation de 3 villes, Abim, Pointe-à-Pitre, Baie-Mahault, mais c'est un territoire global qui suppose une approche globale. L'un des projets les plus importants pour la communauté d'agglomération, c'est la création d'une régie des eaux dès le 1er janvier 2017. Depuis le départ de la Générale des Eaux, les élus ont souhaité prendre le dossier à bras-le-corps pour améliorer ce service, avec comme mot d'ordre intégrer les 95 agents de la Générale des Eaux. Ils veulent préserver leurs acquis et aussi établir un diagnostic des canalisations. L'idée, c'est que la qualité du service soit régénérée, soit améliorée, que nous n'ayons plus de problème de facturation, que nous n'ayons plus de problème d'approvisionnement et que nous puissions faire les choix stratégiques directement, sans une entreprise qui assure la délégation de services publics. Nous faisons des diagnostics, nous avons posé un schéma directeur d'eau, un schéma directeur d'assainissement, un schéma directeur d'eau pluviale pour bien diagnostiquer le territoire, savoir quel est véritablement l'état des réseaux et comment il faut adapter le plan pluriannuel d'investissement et par où commencer. L'objectif, c'était de poser le diagnostic avant l'action. Beaucoup d'investissements lourds sont prévus dans les 10 années à venir sur le territoire, d'où la mise en place de 2 dispositifs, le PLI, le plan local pour l'insertion et l'emploi, et la GPECT, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences à l'échelle du territoire. Quels seront les métiers du futur qui seront nécessaires pour faire fonctionner un tram? Prenons l'exemple du tram. Et que nous puissions, avec les institutions qui forment la jeunesse, aller zoomer sur ces besoins futurs pour former les jeunes Guadeloupéens. Cap Excellence s'inscrit dans un véritable développement durable pour l'agglomération, mais aussi pour toute la Guadeloupe. L'héritage amérindien de la Guadeloupe sera mis à l'honneur jusqu'à la fin du mois de novembre à Trois-Rivières. Les 4e rencontres d'art et d'histoire ont commencé ce matin. Elles mettent cette année l'accent sur le rapport des Amérindiens à la nature et à l'art. Pierre Chadru, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes plasticien, on vous connaît avec cette signature, cet œil que l'on retrouve au rond-point, entre autres, du Lamentin. Alors vous avez été choisi comme directeur artistique et commissaire d'exposition, scénographe pour cet événement. Karen Diamin s'est intéressée de près d'ailleurs à cette exposition. On regarde ensemble son reportage. Très bien. Jeu de la corde, ramasseur de bois, relais de charge, course en cerceau ou encore jeu de la plume, les élèves de Trois-Rivières ont été immergés dans les traditions amérindiennes. C'était une recherche faite avec le service du patrimoine et où on a trouvé ces jeux. Les Amérindiens, c'était des chasseurs, des pêcheurs, mais n'empêche que dans leur tribu, dans leur communauté, ils trouvaient quand même un temps pour pouvoir s'amuser. Et c'est ce qu'on fait ressortir aux enfants, où ils se retrouvaient entre femmes, enfants et hommes pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir jouer ensemble. Par petits groupes, les élèves passeront d'atelier en atelier pour tenter de s'approprier les mœurs des civilisations anciennes. On s'est amusé, on a bien rigolé. Il y avait des activités qu'on a bien aimées. Et surtout les jeux de Ika, Ipaka. Un peu plus loin, l'atelier relais de charge, accessible à tous. Vous marchez le plus rapidement possible. C'est pas grave, c'est pas grave. Le plus rapidement possible avec le ballon. Vous faites le tour de la coupelle bleue. Chaque couloir a une coupelle. La coupelle bleue. Ça me fait plaisir parce que l'année dernière, j'ai pas pu participer et ça m'avait un peu démoralisée. Mais cette année, j'ai pu participer dans quelques activités. Proposés dans chaque école du territoire, ces jeux amérindiens
ou plus globalement la découverte de la culture amérindienne, avait pour objectif l'éveil de la conscience chez les plus jeunes. Au niveau des écoles, nous avons voulu leur offrir la possibilité de découvrir ou redécouvrir des jeux pratiqués à l'époque par les Amérindiens. Et nous accordons une grande importance au public scolaire parce qu'on sait très bien que la transmission et la relève sera assurée à travers ce public. Donc en marge de la manifestation, en marge de l'exposition, qui est le cœur de la manifestation, nous avons mis en place ces ateliers au niveau des écoles pour pouvoir les impliquer au maximum. Jusqu'au 13 novembre prochain, scolaires et populations pourront donc profiter de manifestations en lien avec la culture amérindienne. Pierre Chadru, il s'agit de s'imprégner de la culture amérindienne pour les Guadeloupéens. Que nous ont-ils légué au niveau de l'art, de leur rapport à la nature ? En fait, le rapport à la nature fait partie d'un projet global, d'une vision globale en fait, de ce que nous devons apprendre aujourd'hui des Amérindiens. Et l'idée, c'est de partir des constats des scientifiques, des archéologues, des historiens, des sociologues, pour pouvoir montrer à la population que c'est un pan de notre histoire, ce sont nos ancêtres. C'est pas folklorique, c'est pas que touristique, mais ça fait partie de nous. Donc c'est important pour nous aujourd'hui, et depuis 2008, la ville de Trois-Rivières a pris à bras le corps cette notion de l'héritage amérindien pour pouvoir le transmettre à travers différentes thématiques. Alors ça a été mémoire et présence amérindienne, ça a été la céramique, la spiritualité, et aujourd'hui c'est le rapport à la nature des Amérindiens le jour. Justement, de quoi pourrait-on s'inspirer de leurs pratiques pour les mettre au goût du jour aujourd'hui? En fait, déjà... la tautologie. Oui, en fait déjà, par rapport à tout ce qui est dit, toutes les problématiques qui sont mises en place, qui sont étudiées par les scientifiques, ce sont des problématiques anciennes qui relèvent des idées de fondement, d'histoire, de peuplement, de géopolitique, etc. Donc il y a cet aspect-là qui demeure tout à fait actuel. Il y a aussi le fait de revisiter les concepts mis en place par les Amérindiens, le rapport à la nature, le rapport à l'habitat, le rapport à la construction, à la fabrication d'outils, le rapport à l'art, le rapport au corps, au dessin sur le corps, à la peinture, etc. Ce sont des problématiques qui demeurent actuelles pour les plasticiens contemporains, notamment ceux qui font des installations, ceux qui font du land art, ceux qui vont en pleine nature créer, etc. Donc on est encore dans des problématiques qui sont anciennes, mais qui sont très actuelles. Donc on est dans une droite ligne, dans ce que j'appelle des résurgences. C'est pour ça que c'est le titre de l'exposition. Alors cette édition a commencé officiellement aujourd'hui, on l'a vu avec la rencontre avec les scolaires, cette opération de sensibilisation, mais d'autres animations sont prévues. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas rater? Alors les rencontres d'histoire, c'est un cycle de conférences scientifiques couplé à une exposition d'art. Et à côté de ça, il y a des animations, il y a des spectacles, il y a des concerts, etc. Un village notamment, je crois. Et le village des rencontres d'art et d'histoire, donc c'est au Théâtre de Verdure, juste à côté de la mairie. Donc cette année, on a les artistes qui vont travailler en pleine nature, ce que j'appelle un workshop. Donc en principe, ça devrait commencer aujourd'hui, mais le temps fort vraiment, c'est vendredi, samedi, dimanche. Alors on a un week-end férié, on a 11 novembre, donc on a 3 jours où les artistes pourront s'exprimer. En plus de l'exposition qui est en mairie, on a aussi des conférences, donc demain soir avec Carloman Bassett dès 19h, à la salle Blanco-Française qui est juste à côté de la mairie. On a vendredi, on a la conférence de Martial Rancé qui fait un gros travail énorme de recherche sur la concalambie. Donc tout un travail d'instruments de musique, de création d'instruments de musique, de sonorité, etc. sur la concalambie. Samedi, on a 2 conférences. On a une table ronde avec Baba Baufleur, qu'on connaît très bien sur ces questions amérindiennes et l'histoire en général. Donc une table ronde autour de son livre La crête de l'iguane. Donc très intéressant, c'est à 11h. Et puis moi, je fais une conférence aussi à 17h donc, sur les questions entre l'art et l'histoire, l'art et la nature, depuis la préhistoire. Donc je brosse un petit peu un panorama pour montrer que depuis la nuit des temps, depuis les grottes préhistoriques, depuis les Amérindiens, les roches gravées, les Africains, etc. Et puis les questions modernes par rapport au land art, par rapport aux interventionnistes, aux installationnistes, comment l'art et la nature ont été 2 notions abordées
et complémentaire par rapport aux artistes depuis le début, quoi. Et puis il y aura aussi un aspect découverte en pleine nature avec une grande randonnée ce dimanche 13 novembre pour visiter tous les sites amérindiens de la commune. Alors les rencontres d'histoire, enfin la partie festive, animation, je veux dire, a été un peu écourtée cette année. Les autres fois, on avait 2-3 randonnées. Mais cette fois, on a voulu faire une grosse randonnée où les gens pourront aller sur différents sites, avec toujours Carloman Bassett qui va animer, qui va montrer, qui va guider cette population sur les différents sites de la commune. Et voilà, donc c'est vrai que c'est un peu un élément fort. Alors je tiens encore à rendre hommage à Carloman Bassett et puis aux institutionnels qui œuvrent à l'INRAP notamment, qui fait des fouilles préventives, où on a notamment pu découvrir, depuis 2008, on s'est rendu compte que finalement le territoire amérindien c'était élargi à Trois-Rivières. Parce qu'on découvre, c'est pas qu'un territoire en géographie, ça s'est élargi, mais on découvre, chaque année, on découvre de nouveaux sites, on découvre des merveilles, on découvre encore des objets. Même aujourd'hui, on peut découvrir des objets en regardant par terre, quoi. Alors, des découvertes qui doivent certainement vous inspirer. Vous êtes artiste, plasticien. Comment cette exposition a-t-elle été pensée ? Et est-ce que les artistes guadeloupéens ont joué le jeu? Oui, alors à chaque édition, il y a un thème que je choisis, et en fonction, qui est toujours en lien avec les Amérindiens et l'histoire, mais aussi avec la modernité. Et donc, comme chaque année, en fait, les artistes sont choisis en fonction de leur parcours. Donc moi, je les connais, donc je les choisis parce que je sais que tel ou tel artiste a plus une affinité, a plus une démarche, a plus globalement une réflexion autour de telle ou telle thématique. Donc c'est ce qui fait que je choisis les artistes. Et vous avez d'ailleurs choisi Joël Nankin comme invité d'honneur. Comme invité d'honneur, oui, tout à fait. Qui est un artiste qui est bien ancré dans le paysage culturel guadeloupéen, qui a fait pas mal de choses. Comment ? Qui n'est plus à démontrer. Et voilà, qui n'est plus à démontrer. Alors, on a aussi Beredo, Alors, je rends hommage aussi à Claudie Cancelier, Lucien Léogane, qui ont exposé au cours de la première édition et dont le travail s'ancre aussi bien dans le rapport entre la nature et l'art, avec tout ce qu'ils ont fait avec les fibres naturelles, etc. Donc, on a, entre autres, Alain Joséphine, on a toujours Christian Chavoudiga, qui fait un travail aussi avec beaucoup de matériaux de récupération, entre l'artisanat et l'art, et qui travaille aussi beaucoup en relation avec tout ce qui est toute la graphie amérindienne. Je dis plus les pétroglyphes, ça, parce qu'il va plus loin, il réutilise, il réexploite de façon graphique, de façon chromatique, tout ça. Et puis, on a 16 artistes. Alors, qu'est-ce que je peux saluer? Guy Gabon, son travail de vidéo, qui est très, très important. On a aussi Jérôme Jean-Charles, dont on voit les sculptures un peu partout dans les ronds-points, etc. Donc, il fait aussi des sculptures classiques, voilà, sur bois. Et donc, on aura aussi une surprise par rapport à ce workshop où il installera des choses surprenantes sur le territoire. Donc, tous les Guadeloupéens sont invités, en tout cas, à découvrir tout ceci. Oui, absolument. Dans les jours à venir. Absolument. Donc la grosse partie, c'est jusqu'au 13. Et l'exposition va jusqu'au 30 novembre, et week-end compris. Pierre Chadru, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Je vous propose maintenant de faire le grand écart, parce que Canal+ Caraïbes propose désormais aux professionnels, notamment à ceux situés dans la zone de Jarry, une nouvelle offre, la Canal Box, un projet ambitieux, expliqué par Thomas Jaillet lui-même, le directeur général de Canal+ Télécom. Il était interrogé par Isabelle Amont. On regarde. En plus du développement qu'on est en train de faire pour les clients grand public, qui est en train de s'accélérer avec de plus en plus de foyers raccordés, on a décidé d'investir aussi aujourd'hui pour une nouvelle offre pour les professionnels. On s'est rendu compte que le marché des professionnels, donc on parle des commerçants, des artisans, des petites sociétés, en fait, se retrouvaient pas forcément équipés en termes d'internet et de très haut débit, avec le choix soit d'une offre grand public ou d'autres offres pas forcément adaptées. Donc on va investir en lançant une nouvelle offre qui s'appelle la Canal Box Pro à destination des professionnels pour moins de 100 €, puisqu'elle sera même à 69 € par mois. Et la nouveauté aussi, c'est qu'on a fait le choix de démarrer cette Canal Box Pro en fibre optique, et notamment en fibre optique sur la zone de Jarry. Puisque vous savez, en Guadeloupe aujourd'hui, on a une zone très dense de Jarry, qui regroupe à peu près 2500-3000 entreprises, qui est la 3e zone d'activité de France. Et donc Canal+ Télécom est en train de développer son réseau en fibre optique en parallèle de la partie grand public sur Jarry pour monter un réseau dédié aux professionnels. Les équipes techniques travaillent déjà depuis plusieurs semaines pour développer et déployer ce réseau. Effectivement, aujourd'hui, ce sont plusieurs centaines de sociétés qui sont éligibles sur la zone. Donc on va pouvoir confirmer d'ailleurs à ces clients
l'éligibilité et le fait qu'ils puissent bénéficier. On va accélérer le développement tout au cours de 2017 et je pense que fin 2017, on aura à peu près 2/3 de la zone qui pourra bénéficier de ces offres en très haut débit. Donc pour les professionnels, aussi pour les grands comptes et sociétés type PME qui ont des besoins un peu spécifiques. Mais voilà, des projets assez ambitieux en termes de couverture en fibre. Restez sur ATV Guadeloupe. Dans un instant, zoom sur la maison de l'éducation qui sert de refuge aux jeunes garçons en difficulté. Et puis exposition autour du bois dans le hall d'un grand centre commercial de la Guadeloupe pour valoriser ce matériau durable. Au Lamentin, il existe une maison de l'éducation qui accueille une dizaine de garçons de 12 à 18 ans en difficulté sociale. L'association qui gère cette structure leur offre un accompagnement et un suivi dans le cadre de l'aide départementale à l'enfance. D'ailleurs, ils ont reçu ce matin la visite de la présidente Josette Borel-Incertain. Reportage Linda Kayarsi. Prendre en charge des garçons de 12 à 18 ans en difficulté sociale et leur offrir un accompagnement. Telle est la mission de l'association Acajou Alternative à travers cette maison d'éducation à caractère social. Alors, les enfants nous sont bien évidemment orientés par les services sociaux. Un enfant qui rencontre des difficultés dans sa famille et pour lequel il ne peut plus rester, il faut le séparer pendant un certain temps de son milieu de vie ordinaire. Nous sommes sollicités, nous étudions donc la demande d'admission et si nous sentons capables de répondre, parce qu'il ne s'agit pas non plus de prendre des jeunes pour prendre des jeunes, selon donc la problématique, selon l'histoire familiale du jeune, selon les outils aussi dont nous disposons donc au foyer Challenge, nous essayons d'apporter des éléments de réponse. Les jeunes peuvent bénéficier de séjours de rupture dans les îles de la Caraïbe, d'une durée maximum de 5 mois, mais aussi de se remobiliser sur de nouveaux objectifs de vie. Nous avons fait évoluer nos pratiques. Nous sommes passés d'un mode de prise en charge unique ou traditionnel, nous avons donc un établissement à Bouillante et celui du Lamentin, avec la création d'un pôle de diversification qui est basé donc sur la commune de Moronalo. Et donc l'hébergement traditionnel et le pôle de diversification constitue donc un ensemble éducatif diversifié et qui aujourd'hui fonctionne en dispositif. Donc d'où la nouvelle appellation de l'établissement depuis 2 années, ensemble éducatif diversifié Challenge. Pourtant, pas toujours facile pour cette structure de mener à bien toutes ces actions sociales. Les perspectives d'avenir et d'où c'est un petit peu aussi la raison pour laquelle nous avons souhaité rencontrer la présidente. Nous avons un établissement sur Bouillante qui a rendu de bons et loyaux services. Et aujourd'hui, le bâtiment est quand même un peu vétuste. Alors, nous souhaitons donc aller vers un nouveau bâtiment dans lequel on va pouvoir offrir au personnel, aux jeunes surtout, de meilleures conditions d'hébergement d'une part et d'autre part au personnel de meilleures conditions de travail. À entendre tout à l'heure à la fois le président, le directeur et les professionnels, c'est aussi rappeler la difficulté du métier, la difficulté de la prise en charge, mais les réussites étant au bout, je crois la satisfaction d'avoir fait un travail, d'avoir accompagné une évolution d'un être qui sera un adulte demain, engagé, s'il est bien pris en charge, réconcilié avec lui-même. Avec cette maison d'éducation à caractère social, bon nombre de jeunes ont atteint leur objectif de vie à l'aide des assistants sociaux et éducateurs spécialisés. Les futurs champions du monde junior de taekwondo se réuniront au Canada du 16 au 20 novembre prochain. Les espoirs guadeloupéens de cette discipline seront également présents pour tenter de décrocher la médaille d'or. Sylvain Forstin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Vous êtes le directeur technique de la Ligue guadeloupéenne de taekwondo. Alors, les jeunes espoirs de la Guadeloupe seront confrontés à près de 800 athlètes venus de près de 100 pays. J'imagine que c'est une expérience unique pour eux. Comment appréhendent-ils cette épreuve et comment ont-ils été préparés? Alors, donc pour certains déjà, ça sera pas leur première compétition au niveau mondial. Et pour les autres, ça va être, on va dire, l'objectif principal d'une carrière, hein, donc les championnats du monde. Donc ils se sont préparés depuis on a la date des championnats du monde toujours 2 ans avant.
Donc ça fait 2 ans que cette équipe se prépare pour les championnats du monde. Donc on a fait une tournée sur les États-Unis, l'US Open, une tournée sur l'Europe également. On a fait la Belgique, la Hollande, donc pour se confronter un petit peu à divers styles, puisque chaque continent a un style différent. Donc les athlètes guadeloupéens, ils sont préparés. Ils savent que ça va être très difficile, que c'est une compétition, c'est la compétition la plus relevée du monde. Et dans leur tête, ils sont prêts. Justement, lors de cette compétition, ils seront également confrontés à une équipe, pas n'importe laquelle, l'équipe de France. Alors l'équipe de France, l'équipe de la Guadeloupe, le même jour, sur la même compétition, c'est un peu bizarre, non? Alors c'est vrai que pour les non-connaisseurs, la Guadeloupe est devenue une nation sportive du taekwondo, donc une nation du taekwondo depuis le 30 avril 2011, ce qui nous permet maintenant, à nos potentiels, à nos bons sportifs, de se confronter à de grandes équipes, à n'importe quelle compétition organisée par le calendrier mondial, dont les championnats du monde, sous les couleurs de la Guadeloupe. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, oui, une bonne équipe, l'équipe de France. Il y aura l'équipe d'Iran, qui est très très bonne également, l'équipe de Corée, qui remporte toujours le classement mondial, et l'équipe de la Guadeloupe, qui représentera ses couleurs. Sylvain Faustin, vous l'avez dit tout à l'heure, ces jeunes sont préparés depuis 2 ans. En général, les champions de taekwondo commencent dès leur plus jeune âge. Comment ça se passe en Guadeloupe? Donc en Guadeloupe, en fait, la politique sportive de la Ligue est déjà de développer la discipline. Donc le taekwondo regroupe plusieurs styles. Donc il y a le style des combats imaginaires qu'on appelle en japonais kata et chez nous pumse. Donc il y a les combats réels avec adversaires imaginaires et également la compétition. Donc pour les plus hargneux, on les repère déjà depuis l'âge de 4-5 ans. Donc pour les plus hargneux, on les dirige plus vers la compétition. Et on se rend compte que depuis 2003, les Guadeloupéens fournissent des champions, on fournit des champions, pas mal de champions à l'équipe de France. Et aujourd'hui, depuis 2011, pourront représenter la Guadeloupe au championnat du monde et espérer remporter même une médaille de bronze, ça serait bien. La Guadeloupe comporte environ un peu plus de 500 licenciés. Le taekwondo mondial représente des millions et des millions de licenciés. Donc, même une médaille de bronze serait vraiment un honneur pour les couleurs de la Guadeloupe. En tout cas, vous avez l'air confiant et plutôt fier de votre équipe. On a assisté ces derniers temps, suite aux victoires répétées de Teddy Riner dans le judo, à une recrudescence des inscriptions dans cette discipline. Est-ce que c'est le cas pour le taekwondo? Donc, tout à fait, puisque le taekwondo, en fait, c'est une discipline qui attire les jeunes, puisque c'est une discipline très dynamique, qui est un sport de combat en même temps, un art martial, donc qui fait les deux. Donc, Teddy Riner, lui, il a prouvé et il fait rêver les Guadeloupéens en démontrant que la physiologie guadeloupéenne est faite pour faire le sport. Il y a également Marie-Josée Pérec, qui a fait rêver les Guadeloupéens. Il y a également Lilian Thuram. Donc, il y a pas mal de sportifs guadeloupéens qui évoluent en métropole, qui font rêver les Guadeloupéens, qui disent qu'on est capable de faire. Là, le taekwondo guadeloupéen, nous, on rêve maintenant que le taekwondo guadeloupéen ramène une médaille mondiale avec des athlètes qui s'entraînent ici, avec les structures toutes petites qu'on a en Guadeloupe et qui démontrent qu'on est capable de faire. Alors, cette discipline, cet art martial est un peu à part, le taekwondo. Quels sont les bienfaits pour celui qui le pratique? Donc, le taekwondo, c'est un art martial donc, en fait, qui véhicule des valeurs, donc, qui a un code moral, le respect, le courage, l'exemplarité, pas mal de choses. Et en fait, ce qui est bien dans le taekwondo, c'est que on peut le comparer à un sport martial. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent s'amuser et quand ils commencent à prendre de la maturité, eux-mêmes s'orientent vers le côté martial de la discipline, ça veut dire l'esprit, le yin, le yang, le bien, le mal, les valeurs. Donc en fait, ça canalise les enfants, ça canalise la violence et ça peut faire que du bon. Et est-ce que ça rapporte de l'argent? Puisqu'aujourd'hui, on le voit, tous ces sportifs de haut niveau dans le basket qui touchent des sommes faramineuses, est-ce qu'on peut faire carrière dans le taekwondo? Donc dans n'importe quel sport, dès qu'on croit en ce qu'on veut faire, on peut faire carrière. C'est-à-dire que le football, le tennis, mis à part le tennis, le basket aux États-Unis, donc on peut dire que ces disciplines-là, on peut en compter en France. On peut en compter combien financent comme ça. Le sport, dans la politique française du sport, ne finance pas, que ce soit le judo, que le karaté, le taekwondo, ça ne finance pas. La seule façon de gagner sa vie avec une discipline comme le taekwondo, c'est de se professionnaliser, de passer ses diplômes d'État, d'ouvrir ses structures, d'ouvrir ses clubs et de retransmettre ce qu'on a appris. Et on a ses élèves, on fait un travail pour la Guadeloupe et on se fait payer comme un professeur d'EPS.
Sylvain Fosta, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions ce soir. Eux, en tout cas, ont envie d'être reconnus. Ce sont les membres de l'association Les Métiers du Bois de Pointe-Noire. Ils proposent jusqu'à samedi prochain une exposition autour du travail du bois dans un grand centre commercial de Bemao. Une manière d'attirer l'attention des Guadeloupéens sur ce matériau durable qui constitue la principale activité, en tout cas l'activité phare de la commune de Pointe-Noire. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. Plus d'une vingtaine d'exposants et tout un savoir-faire du bois. Jamais on n'aurait pu penser que les artisans auraient pu se réunir et comprendre que le faire ensemble, c'est la seule solution. D'accord ? Aujourd'hui, nous avons des charpentiers, des menuisiers, des ébénistes, d'accord, qui sont en train de remplir, je dis bien remplir leur carnet de commandes. Une filière au développement économique et culturel qui s'est adaptée à l'ère du temps. On montre notre savoir-faire. On dit qu'en Guadeloupe, les Guadeloupéens ne savent pas travailler. Ah non. Voilà la preuve. Avec le bois, il n'y a pas de secret pour nous. On fait tout. Des créations modernes qui prennent forme grâce aux nombreux métiers du bois. Cet artisan est tourneur sur bois depuis une vingtaine d'années. Alors le métier de tourneur sur bois en fait était très répandu au 19e siècle puisqu'il y avait beaucoup d'objets usuels qu'on utilisait dans la maison, en vaisselle, etc. L'industrie du plastique a éliminé ce métier. On a remplacé vraiment la vaisselle aujourd'hui par du plastique, du perroir et compagnie. Et aujourd'hui, le tournage se tourne plus sur de la décoration et après quelques objets un peu particuliers comme vide-poche qui vont faire décoration et usuel. Et puis après, tous les petits objets comme crayons, rasoirs, tire-bouchons, mais ça reste quand même de la décoration. Des pièces uniques en bois précieux et noble. Mahogany, poirier, la matière première est issue de la Guadeloupe, mais aussi de la Guyane. Le bois a toujours été présent dans la construction et nous avons toujours utilisé le bois, ça va faire à peu près 25 années que nous utilisons les bois de Guyane. Et ce sont des bois qui sont fiables, et ce sont des bois aussi qui sont étudiés et même, je dirais, étudiés pour nous. Parce que c'est sous les mêmes latitudes et des bois qui sont adaptés pour nous. Le deuxième salon des métiers du bois est porteur de projets. L'association des métiers du bois de Pointe-Noire envisage la création d'un palais du bois, mais aussi de la première boutique des artisans. Place aux informations pratiques maintenant. La Guadeloupe est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. Le phénomène devrait prendre fin dès demain 6 h selon Météo France. Ce qui vous laissera la possibilité de vous rendre au lycée Félix Proto des Abîmes où l'équipe de l'établissement français du sang vous attend pour faire un don de 8 h 30 à 13 h. Et puis sachez que vous pouvez toujours postuler pour participer au premier salon régional de l'artisanat organisé par la région qui aura lieu à Jarry. Les candidatures sont disponibles sur la page Facebook de la région Weekend Art, @cr-guadeloupe.fr. Et puis si vous aimez le gospel, sachez qu'il y aura un concert d'Ézéchiel 37 prévu ce jeudi 10 novembre au hall Paul Chonchon de Pointe-à-Pitre. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0 590 71 2 fois ou à nous envoyer vos emails et indiscrétions à rédaction@atv.gp, une adresse que vous connaissez certainement par cœur aujourd'hui. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans un court instant pour le rappel des titres.